Le péché originel d'Israël. C'est ainsi que certains historiens israéliens, ceux qu'on a appelés les nouveaux historiens, ont nommé la question des réfugiés palestiniens. Cet exode massif qui a précédé puis suivi la création de l'État hébreu. Mais que s'est-il réellement passé ? Les Palestiniens ont-ils choisi d'eux-mêmes de fuir leurs maisons et leurs terres afin de ne pas vivre dans un État juif? Ou bien ont-ils été sciemment chassés par les sionistes? Monsieur X, dans la première partie de cet entretien diffusé la semaine passée, rappelait une donnée essentielle. L'État juif, tel qu'il était prévu par l'ONU et son plan de partage de la Palestine, aurait compté 45% d'Arabes. Les sionistes pouvaient-ils s'accommoder d'un pays qui n'aurait été juif qu'à moitié? À l'évidence, non. Toute l'histoire du sionisme le montre. Et dans l'espoir de conquérir un jour une plus grande partie de la Palestine, Ben Gourion et les siens ont d'abord fait en sorte de torpiller le plan de l'ONU en tentant d'imposer leur propre plan de partage, un partage territorial avec le roi Abdallah de Jordanie conclu au terme d'un accord secret. L'objectif essentiel étant d'empêcher la création d'un État arabe en Palestine. Mais il restait la question des populations arabes présentes à l'intérieur des frontières du futur État juif. Un chiffre s'impose. En 1949, au terme des guerres israélo-arabes, 800 000 Palestiniens auront pris le chemin de l'exode. Pourquoi ? Et dans quelles conditions ? Cette douloureuse question est toujours au cœur du conflit entre Israël et les Palestiniens. C'est le sujet de ce nouvel entretien avec M. X. Le péché originel d'Israël est aussi, je le rappelle, le titre d'un ouvrage récent de Dominique Vidal paru aux éditions de l'Atelier. Un livre qui fait justement la synthèse des travaux des nouveaux historiens israéliens. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. D'abord, il ne faut jamais oublier l'ombre monstrueuse de la Shoah. Vous m'avez même dit qu'au fond, sans la Shoah, l'État d'Israël n'aurait pas existé. N'exagérons pas. Un État juif en Palestine aurait peut-être existé quand même un jour ou l'autre. Mais ce crime terrible a eu au moins deux conséquences immédiates. D'abord, il a précipité vers la Palestine des dizaines de milliers de rescapés de l'horreur, qui ne voulaient plus vivre en Europe et pour qui la seule assurance de ne plus connaître de persécution était de se rassembler au sein d'un État juif, un État bien à eux. Ouais. Et ça rejoignait directement le projet sioniste. Tout à fait. Ça faisait déjà un demi-siècle que des Juifs, en achetant des terres, en fondant des colonies, construisaient les bases d'un futur État. Ensuite, il y avait la mauvaise conscience occidentale. Tous ces gens et ces gouvernements qui n'avaient pas voulu voir ou qui avaient laissé faire ou qui découvraient tardivement le génocide des Juifs. Et qui voulaient donc en quelque sorte se racheter en favorisant la création d'Israël. Oui, mais sans se soucier le moins du monde du fait qu'il existait des Palestiniens en Palestine. On s'en apercevra tard, très tard. Trop tard. Certainement. Parce qu'aujourd'hui, la situation est sans issue pour tous ces réfugiés arabes qui ont quitté leur pays dans les années 40. Il est évident que les Israéliens ne pourront jamais accepter qu'ils reviennent. Et puis de l'autre côté, il semble très difficile, sinon impossible, que les dirigeants palestiniens renoncent à cette revendication du retour. Ouais, situation bloquée donc. Je le crains, oui. Enfin, revenons un demi-siècle plus tôt. Dès l'annonce du plan de partage de l'ONU, à la fin du mois de novembre 1947, des heurts éclatent entre les Juifs et les Arabes. Des heurts encore limités, puisque, je vous l'ai dit, beaucoup de villages palestiniens préfèrent passer des accords de non-agression avec leurs voisins des colonies juives. Mais comment expliquer cette relative passivité des Arabes, alors ? Il y a plusieurs explications. D'une part, je le répète,
Beaucoup de Palestiniens ne croient pas qu'il existera un jour un État juif sur leur terre. Ça leur semble inconcevable. Malgré l'évidence. Oui, enfin, d'autre part, les Palestiniens ne sont pas vraiment en état de pouvoir résister les armes à la main. Les milices, car il en existe, sont faiblement armées et peu nombreuses. Il en ira autrement lorsque, un peu plus tard, ces milices seront renforcées par des volontaires issus des pays arabes. Et du côté des Juifs, des sionistes, j'imagine que la Haganah, l'Irgun et le groupe Stern ne restent pas inactifs. Vous avez tout à fait raison, oui. Et on assiste à plusieurs actions très violentes. Très violentes, c'est-à-dire? Eh bien, des villages arabes sont attaqués, des habitants sont tués et les autres chassés. À Haïfa, par exemple, les choses se passent très très mal, très brutalement. Et la moitié de la population arabe traumatisée par cette violence fuit la ville. Ailleurs, à Césarée, par exemple, où tout au long de la plaine côtière, des Arabes sont expulsés de leur maison par la force. Oui, mais enfin, est-ce que cette violence est réciproque? Parallèlement, bien sûr, des communautés juives sont pillées et des colons sont massacrés. D'autres colonies sont isolées par les milices arabes. Mais du côté sioniste, il n'y a pas encore de plan d'ensemble, non? Non. Ben Gourion, très prudemment, s'en tient à une position globalement défensive. Il veut montrer à l'opinion internationale que dans les villages qui sont pris par les sionistes, les fellahs ne sont pas expulsés, sont même encouragés à rester, même si c'est loin d'être la vérité. Et pourquoi, comme vous expliquez, cette attitude apparemment conciliante de Ben Gourion? Parce que l'État juif n'existe pas encore, et que les sionistes doivent en quelque sorte montrer patte blanche. Ce qu'ils craignent, c'est qu'une recrudescence de la violence ne pousse les Nations Unies à imposer une sorte de tutelle internationale sur la Palestine. Ouais, ce qui retarderait la création d'Israël. Oui. Toutefois, dans cette première période qui va jusqu'au mois de mars 48, je crois, des milliers de Palestiniens quittent quand même la région. Pour quelle raison, alors? Bon, en général, ce sont des gens aisés. Des bourgeois? Oui, si on veut. Enfin, ces notables plus cultivés, mieux informés, eux ont compris que le mouvement qui pousse à la création d'un État juif est irréversible. Ils en prennent donc leur parti et préfèrent quitter le pays avant qu'il ne soit trop tard. Et dans des conditions relativement acceptables. Évidemment. Et ils sont combien, ceux-là, alors? Bien, on estime qu'au cours de cette première période, 70 000 Palestiniens prennent le chemin de l'exil. Et ces élites abandonnent donc les plus modestes? Exactement. Enfin, le pire est à venir. Vers la mi-mars, la guerre civile va prendre un tour beaucoup plus sanglant. Et qu'est-ce qui explique cette accélération, alors? La fin du mandat britannique qui approche. Ouais. Et donc, pour les sionistes, la proclamation de l'État d'Israël. Oui, c'est prévu pour la mi-mai. Et par conséquent, c'est une sorte de course contre la montre qui s'engage. Les Juifs doivent passer à l'offensive, grignoter le maximum de territoire possible et dissuader les Arabes de demeurer dans les villages qu'ils vont occuper. Ils veulent, judaïser ces villages conquis. Oui, c'est ça. Mais avant de voir ça dans le détail, il faut, pour être tout à fait honnête, dire qu'on assiste à la fin mars à une véritable flambée de violence. De part et d'autre? Oui, la situation se dégrade très rapidement entre les deux communautés. Le Palmach, la brigade de choc de la Haganah. Oui, c'est une brigade d'extrême gauche, mais vous dites. Exactement. Donc le Palmach s'empare d'un village près de Haïfa. Des femmes, des enfants sont tués. Quant au groupe Stern, dont le bras armé s'appelle le Lehi, il multiplie les assassinats de civils palestiniens. Mais les Arabes ne sont pas en reste. Des blessés juifs sont décapités à l'hôpital de Jaffa et l'explosion de plusieurs camions piégés provoque un véritable massacre dans une rue juive de Jérusalem. Oui, mais à Jérusalem, justement, que se passe-t-il? La ville est isolée par la légion arabe du roi Abdallah et la route de Tel Aviv est coupée. Malgré les accords secrets qui ont été passés avec les sionistes. Je vous l'ai dit que la pierre d'achoppement de cet accord, c'était Jérusalem. Jérusalem qui est encerclée donc par la Légion. C'est un véritable siège que doit subir le quartier juif de la vieille ville. Et malgré une résistance courageuse et acharnée, il finira par se rendre à la fin du mois de mai 48. Mais, résumons, Jérusalem et la route de Tel Aviv seront les seuls endroits où les sionistes vont affronter la fameuse Légion arabe. Oui, car les troupes d'élite du roi de Jordanie n'interviendront pas ailleurs. Bref, grosso modo, le roi Abdallah respecte l'accord passé avec les sionistes. C'est pourquoi, non sans raison d'ailleurs, les autres pays arabes et les Palestiniens, bien sûr, pourront l'accuser de trahison. Alors venons-en à cette offensive déclenchée par les Juifs. Il s'agit du plan d'Alet, un plan de grande envergure dont l'objectif principal consiste officiellement à supprimer à l'intérieur des frontières du futur État juif tous les foyers d'hostilité. Et les foyers d'hostilité, qu'est-ce que c'est? La présence de miliciens arabes armés, par exemple. Ouais. Un objectif qui me paraît raisonnable. Sans doute, il va souvent être dévoyé. Et qu'est-ce que vous voulez dire, là? Il suffit de prétendre qu'un village arabe abrite des irréguliers pour s'en emparer et en profiter pour chasser les habitants. Ouais, un prétexte. Ça me paraît clair. Et quand cet argument n'est pas recevable, on peut aussi arguer de la position stratégique de tel ou tel village pour le conquérir. Le conquérir et donc expulser les Arabes? Bien sûr. Mais est-ce que ça signifie qu'il existait
un plan global d'expulsion des Arabes. Écoutez, on verra ça plus tard, si vous le voulez bien. Il n'empêche que d'ores et déjà, vous portez, à mon avis, des accusations extrêmement graves. Dans cette affaire très douloureuse, le moralisme me semble peut-être superflu. Pour les Juifs, le but, c'est de construire un État sûr, un État viable, un État dont l'existence est en outre souhaitée, encouragée par l'opinion internationale et les grandes puissances. Alors, à la guerre comme à la guerre. Ouais, mais c'est comme ça qu'on justifie les pires exactions. Oui, vous avez raison, mais enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Les sionistes, eux, étaient déterminés. Et ils étaient prêts à tout pour réaliser leurs rêves. Devant une telle force, les intérêts des populations palestiniennes pesaient bien peu. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Le péché originel d'Israël est, je le rappelle, le titre d'un ouvrage de Dominique Vidal paru aux éditions de l'Atelier. J'y trouve d'abord cette citation à propos de l'exode des Arabes de Palestine. Le gouvernement d'Israël doit dénier toute responsabilité dans la création de ce problème. L'accusation selon laquelle ces Arabes ont été chassés de force par les autorités israéliennes est totalement fausse. Au contraire, tout a été fait pour prévenir cet exode. Voilà ce qu'explique, dès juillet 1948, un responsable éminent du ministère israélien des Affaires étrangères en réponse à son homologue américain. Telle sera, et telle reste en principe, l'histoire officielle de l'exode de quelques 800 000 Arabes palestiniens entre le plan de partage du 29 novembre 1947 et le dernier armistice israélo-arabe, en l'occurrence avec la Syrie, le 20 juillet 1949. C'est pourtant une toute autre version qui émerge des archives israéliennes telles que les ont examinées depuis 20 ans un certain nombre d'historiens. Autre déclaration. Je la trouve dans le même livre. En 1961, Ben Gourion, le père de la création d'Israël, se trouve à la tribune de la Knesset et il dit ceci. Le départ des Arabes d'Israël a commencé immédiatement après la résolution de partage des Nations Unies. Et nous avons des documents explicites témoignant qu'ils ont quitté la Palestine en suivant les instructions de dirigeants arabes, le Moufti en tête, et sur la base de l'hypothèse que l'invasion des armées arabes détruirait l'État juif et pousserait tous les juifs à la mer. Pourtant, selon ces nouveaux historiens, aucun document ne corrobore cette thèse. Avant de voir plus précisément comment les Arabes ont quitté le territoire du futur État juif, voyons les forces en présence. Est-ce que les Palestiniens étaient en mesure d'opposer une résistance ? Non, absolument pas. Et d'abord parce qu'il n'existait pas chez eux, à l'inverse de ce qui se passait dans le camp sioniste, une réelle volonté de se battre. Il y avait quand même des combattants palestiniens. Oui, mais enfin, un très petit nombre, mal organisés, dispersés, mal armés, et surtout divisés. Divisés, pourquoi divisés ? Parce qu'il y avait des clans opposés entre eux, et les Palestiniens, pourtant hostiles au projet sioniste, n'étaient pas tous prêts à se ranger derrière le haut comité arabe et le mufti. Ouais. Moufti, c'est Husseini. Il ne faut pas oublier que le grand Moufti, qui voulait en découdre avec les Juifs et les chassés de Palestine, avait été l'allié de Hitler pendant la guerre. Ouais, bref, il n'était pas très fréquentable. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et enfin, chez les sionistes, alors ? C'était bien autre chose. Les forces armées juives étaient bien organisées et regroupaient des dizaines de milliers de combattants entraînés. En outre, c'est très important, beaucoup de ces hommes avaient l'expérience de la guerre. Ouais, parce qu'ils avaient combattu aux côtés des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Ouais. Enfin, il y avait tout de même des divisions aussi chez les sionistes, l'Irgun, Stern... C'est vrai, mais enfin, sur le terrain, ces rivalités disparaissaient souvent parce que toutes ces organisations et la Haganah travailliste poursuivaient le même objectif, j'irais même plus loin. Même si ces forces armées affichaient leur division en maintes occasions, on constatera qu'il existait une véritable connivence entre elles. Connivence ? Bien entendu. La Haganah et Ben Gourion ont laissé bien souvent les autres, les extrémistes, faire le sale boulot, quitte à les accuser ensuite, mais enfin nous allons y revenir si vous voulez bien. Et l'armement ? La supériorité des Juifs était évidente dans ce domaine, et elle va considérablement s'accroître à partir du mois de mars 48. Pourquoi ? Grâce à Staline. Staline ? Oui. Nous l'avons déjà évoqué, Moscou, après avoir préconisé la création d'un État unique judéo-arabe, s'était rallié au plan de partage de l'ONU.
Staline était donc favorable à la création de l'État d'Israël. Et il a décidé de venir en aide aux sionistes en leur faisant parvenir des armes, avant même que les Britanniques ne quittent la Palestine. Et comment, là Via la Tchécoslovaquie, qui est alors tombée dans le giron soviétique, et dans le plus grand secret, naturellement. À cause des Britanniques. Les Britanniques qui imposent le blocus, oui. Alors des avions, des bateaux violent ce blocus et approvisionnent les forces sionistes en armes de toutes sortes. Et cette aide-là, cette aide de Staline est gratuite? Bien sûr que non. Enfin, l'essentiel, c'est que ces armes arrivent en Palestine. Car les sionistes